Bonjour à toutes et tous, donc bienvenue pour cette séance. Donc c'est la troisième du séminaire de commun d'ICM Parlons Migration. Et donc on se retrouve pendant une heure pour discuter aujourd'hui du travail de Jennifer Bidet. Alors d'abord juste, je vais rapidement me présenter. Moi je suis doctorante en sociologie au Gresco et fellow à l'ICM au département Integer. Où Jennifer est aussi fellow, Jennifer Bidet, maître de conférence en sociologie à l'Université de Descartes et chercheuse au CERLIS. Donc, nous avons le plaisir de vous écouter aujourd'hui autour de la publication de votre travail de thèse, Vacances au Bled, la double présence des enfants d'immigrés, qui est paru donc, très récemment aux éditions Raison d'Agir. Donc, 40 minutes de présentation, si c'est toujours bon. Et ensuite, pour les personnes qui sont désignées de spectateurs, spectatrices, vous pourrez poser vos questions dans l'onglet qui s'appelle QR, pardon, avec les QR codes, on confond tout. Et sinon, si ça ne marche pas, ça peut arriver, n'hésitez pas à poser la question en discussion, le chat, et puis je relayerai les questions à Jennifer. Voilà, mais je vous laisse la parole. Eh bien, merci beaucoup Théoxane pour cette présentation. Merci à l'Institut Migration pour l'invitation aussi. Je suis ravie de pouvoir d'avoir l'occasion de vous présenter aujourd'hui du coup mon livre qui vient de sortir. Alors je mets juste, j'ai un petit support PowerPoint en appui. Voilà, l'idée de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu globalement le livre qui est paru donc début novembre aux éditions Raison d'Agir, qui est donc le livre que j'ai écrit à partir de l'enquête menée dans le cadre de mon doctorat que j'ai soutenu en 2013. Donc un long travail de réécriture. Donc c'est dans le cadre de ma recherche de thèse que j'ai travaillé, le livre. Donc j'ai travaillé dans ma thèse sur les vacances passées en Algérie par des descendants d'immigrés algériens adultes et des descendants de 2 immigrés. J'ai travaillé donc surtout d'abord par entretien auprès d'une quarantaine de familles. J'ai surtout des entretiens auprès des descendants d'immigrés eux-mêmes et secondairement leurs parents que j'ai quand même rencontrés dans le cadre des moments passés en famille. Des personnes que j'ai rencontrées d'abord en France, chronologiquement, dans la région de Lyon, mais en fait, après, l'essentiel de l'enquête s'est quand même fait en Algérie, dans la région de Sétif. Et donc, une enquête par entretien qui a été complétée ou même articulée avec une enquête par observation, surtout observation pendant les vacances en Algérie, avec des morceaux de vacances que j'ai pu passer avec une partie de ces familles, des groupes de jeunes dans des espaces plutôt de consommation de loisirs. Donc, une enquête qui s'est déroulée entre 2008 et 2012. Initialement, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, l'idée, c'était une envie générale au début d'un sujet de thèse, c'est une envie, il faut espérer que ça soit une envie déjà, des fois un peu floue et peut-être des fois un peu naïve, mais en tout cas, l'idée, c'était d'aller un peu contre ou en complément des travaux qui interrogent les appartenances des descendants d'immigrés, beaucoup à partir de discours et de représentations. Et l'idée, c'était, voilà, au-delà de cette appréhension qui me semblait très symbolique de l'appartenance, je voulais vraiment faire une analyse matérialiste des appartenances en m'intéressant aux manières concrètes, matérielles, d'appartenir à un pays dans lequel on n'est pas né, dans lequel on ne réside pas, mais dans lequel on appartient, en tout cas, on prend place au moins pendant les séjours qu'on y passe à l'occasion de ce qu'on peut appeler des vacances. Donc au début, l'enjeu de la thèse, il était somme toute modeste, c'était de montrer l'hypothèse de base, c'était de se dire que déjà montrer comment est-ce que selon l'âge et la génération, selon le sexe, selon la trajectoire sociale et la situation familiale, les formes prises par ces vacances variaient et en fait étaient révélatrices des manières différentes de concevoir et de vivre matériellement leurs origines pour ces descendants d'immigrés, ces origines auxquelles ils sont souvent renvoyés. Donc c'était de déconstruire l'homogénéité de cette population construite, ou en tout cas parlée souvent comme étant un groupe, donc avec une certaine homogénéité, et donc de voir comment est-ce que justement ces questions des origines, qui est une construction sociale, et ça pouvait prendre des formes très différentes selon les caractéristiques sociales des personnes. Et en fait, c'est au fur et à mesure du terrain et de l'analyse
que de plus en plus, ce qui m'a intéressée, c'est pas tellement la manière dont les différenciations sociales expliquaient la différenciation des vacances, mais de voir aussi comment est-ce que les vacances elles-mêmes étaient des occasions de classement et de reclassement sociaux. Comment est-ce que les vacances elles-mêmes, en fait, interrogeaient, elles ne faisaient pas que refléter, mais elles interrogeaient, elles semblaient rebattre en partie les cartes des positions sociales de ces descendants d'immigrés à cheval entre deux espaces sociaux nationaux. Ces deux espaces, d'où cette idée de double présence, hein, c'est de penser la présence dans l'espace social de ces deux pays. Donc, voilà, pendant une grande partie de la thèse, j'ai essayé de voir comment la place dans les rapports sociaux de sexe, de classe, de race, a influencé les pratiques et les représentations de ces vacances. Mais du coup, petit à petit, j'ai trouvé aussi intéressant d'interroger la manière dont ces différents rapports sociaux étaient reconfigurés, réinterrogés en tout cas dans les interactions sur place. Et comment le fait d'être une femme, un descendant d'immigrés, un jeune sans diplôme habitant en cité, quelqu'un qui se définit ou qui est défini comme d'origine algérienne, maghrébin ou musulman, et ben, comment toutes ces catégorisations externes ou internes sont retraduites et perçues sur place dans une société qui répond à d'autres formes de hiérarchisation que la société de référence, ou en tout cas dans la société dans laquelle vivent habituelles ces personnes, c'est-à-dire la société française. Et donc, ce qui m'a intéressée, c'est vraiment de penser l'articulation entre migration et mobilité sociale, des questions que j'ai continué d'ailleurs à interroger en collaboration avec plein de collègues qui aujourd'hui s'interrogent aussi sur ces questions, notamment dans le cadre des activités de l'ICM. Donc, dans mon travail, en fait, j'articule deux types de mobilité spatiale, pardon, avec des enjeux apparemment assez différents. La première mobilité spatiale qui m'intéresse, bien sûr, c'est les migrations de long terme qui concernent en fait les parents des personnes que j'ai rencontrées, hein. Toute l'idée, donc ça s'inscrit dans une réflexion plus large sur la manière dont la migration peut être appréhendée comme un déplacement dans l'espace social, mais dans un espace social qui se déploie au-delà d'un espace social national dans lequel on pense généralement la mobilité sociale, mais donc de penser comme voilà l'enchaînement des positions sociales à une échelle géographique plus grande que l'État-nation. Et donc, c'est toutes les réflexions sur comment analyser la migration à la fois comme risque de déclassement social avec le fait que certains diplômes, mais plus largement certaines ressources ne sont pas convertibles entre l'espace de départ et l'espace d'arrivée, mais aussi voir certains effets de rattrapage dans les trajectoires et notamment dans les trajectoires intergénérationnelles de certaines familles issues des migrations. Je pense aux travaux de Mathieu Ichou en sociologie de l'éducation. Donc ça, c'est le premier type d'articulation entre mobilité, ici migration, et mobilité sociale. Et sinon, dans le cadre de mon sujet, c'est aussi des mobilités de court terme, plus ponctuelles auxquelles je m'intéresse, que sont les mobilités de vacances. Et donc là aussi, qui pose une question assez classique pour les sociologues de l'urbain, on va dire, c'est de se demander est-ce que finalement les formes spatialisées des relations sociales qu'on observe, je sais pas, la différenciation sociale des quartiers, mais aussi là, du coup, les types de vacances qu'on passe, dans quelle mesure c'est juste un reflet des différences sociales. Voilà, ce qui est à Megève ou bronzer à la Grande Motte, c'est pas la même chose, hein, comme passer ses vacances à Ibiza ou pas, c'est pas, ça revêt pas les mêmes symboliques et les mêmes classements sociaux. Mais du coup, l'idée, c'est aussi de se demander comment est-ce que ces mobilités de vacances ne sont pas juste un reflet des différences sociales, mais en fait viennent aussi rejouer les cartes parce que en fait, ces mobilités sont elles-mêmes peuvent contribuer à la construction des classements sociaux. Je pense aux travaux historiques sur le Grand Tour, l'aristocratie britannique qui, par justement ces grands voyages, venait renforcer un capital social et un capital culturel qui contribuaient à la construction de leur position sociale et ne venaient pas juste refléter leur position sociale. Et donc, c'est l'articulation de ces deux types de mobilité spatiale que j'essaye de penser en m'intéressant donc à la position relative des descendants d'immigrés dans l'espace social algérien, donc leur position relative à la fois en tant qu'enfants d'émigrés, donc en lien aussi avec la position de départ de leurs parents quand ils sont partis d'Algérie et leur position de vacanciers venus d'un pays économiquement plus riche. Voilà. Donc l'ouvrage, il est donc c'est vraiment le fruit d'une réécriture
complète, on peut dire, du manuscrit de thèse. Je vous rassure, j'ai quand même pas fait que ça pendant les années qui séparent la soutenance et la publication du livre, hein. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment repris tout le manuscrit. Donc le livre, il est découpé en 7 chapitres. Je vous donne un peu une idée de sa construction. Les 2 premiers chapitres du livre, ils sont très longitudinaux. Ils essayent d'inscrire les vacances au bled dans le temps long. J'y analyse la transformation donc, de ces vacances, en fait, depuis les années 60-70 jusqu'à aujourd'hui. Dans le premier chapitre, en m'intéressant justement à cette évolution à l'aune de ce qu'on appelle souvent le mythe du retour. Un mythe du retour, en suivant vraiment la sociologie de Sayad, hein, co-construit par l'État d'origine, l'État algérien, l'État français et les familles elles-mêmes. Donc, dans le premier chapitre, je m'intéresse à 3 générations de descendants d'immigrés qui, en fait, ne grandissent pas à la même époque et du coup, n'associent pas les mêmes enjeux à ces vacances passées en Algérie. Dans le deuxième chapitre, c'est aussi un chapitre un peu historique, mais je m'intéresse davantage en fait à ce que j'ai appelé l'acculturation de ces familles de classe populaire immigrées, mais de classe populaire notamment. Donc leur acculturation aux pratiques de loisirs. Donc je ne parle pas d'acculturation à la culture française, mais vraiment à une acculturation de classe. Et donc voir comment est-ce que progressivement, voilà, la question des loisirs, des pratiques de vacances rentre dans ces familles et modifie aussi les pratiques en Algérie. Donc, j'insiste beaucoup dans ces 2 premiers chapitres sur les effets de génération. Dans les chapitres suivants, je m'intéresse davantage donc, aux vacances d'aujourd'hui. Bon, c'est d'il y a 10 ans déjà mon terrain, mais quand même la dimension contemporaine des vacances. Je croise, donc vous, je n'ai pas dit dans les 2 premiers chapitres, du coup, il y a une dimension historique avec même un travail d'archives, notamment à partir du magazine qui était publié par l'Amicale des Algériens en Europe, qui était vraiment le relais de l'État algérien dans la société française auprès des immigrés algériens. Et donc, je crois ça, en fait, à des récits biographiques de descendants d'immigrés. Donc, à partir du chapitre 3, c'est vraiment plus le matériau ethnographique, entretien et observation. Dans les chapitres 3 et 4, j'interroge en fait les notions d'appartenance de 2 manières différentes. Dans le chapitre 3, je m'intéresse beaucoup à la dimension mémorielle de ces séjours et comment ils sont racontés comme quelque chose répondant à une quête identitaire ou pas. Et donc, j'essaye de montrer que tout le discours sur la quête identitaire de ces séjours, en fait, il est très socialement situé et qu'il va être approprié de manière très différente selon la trajectoire sociale. Entre des personnes qui sont diplômées du supérieur et des jeunes qui ont quitté le système scolaire de manière plus précoce, et ben, la référence aux racines va se faire de manière très différente. Et donc, dans ce chapitre-là, je mobilise des matériaux comme, par exemple, le rapport aux photos de vacances de ces familles-là et donc la manière dont aujourd'hui elles sont mobilisées ou non pour alimenter une mémoire individuelle ou familiale. Dans le chapitre 4, la question des appartenances, je la traite plutôt d'un point de vue interactionnel en m'intéressant à la variabilité des frontières ethniques et comment est-ce que le fait d'aller en Algérie va modifier la manière dont on se définit comme nous contre eux. Et donc, je m'intéresse à cette négociation des frontières ethniques, quand c'est qu'on s'inclut dans le nous, les Algériens, nous, les Français, mais aussi d'autres catégories, nous, les musulmans. Donc voilà, du coup, je m'intéresse notamment à la question de la catégorisation par la religion, puisque mes terrains se sont déroulés à une époque où Ramadan tombait en plein été. Donc, du coup, c'est la manière de passer le mois de Ramadan en Algérie était assez parlante aussi pour montrer que finalement, cette identification par la religion, elle ne permettait pas de comprendre en elle-même les pratiques, puisque ces pratiques restaient très différenciées malgré souvent une déclaration commune d'être musulman. La quasi-totalité de mes enquêtés se déclaraient comme musulmans plus ou moins pratiquants, mais du coup n'avaient quand même pas les mêmes pratiques de vacances en Algérie pendant ce mois-là. Et après, dans le chapitre 5, 6 et 7, je m'intéresse davantage à l'articulation des rapports de classe et de genre. Dans le chapitre 5, dont je vais un peu plus vous parler aujourd'hui, je m'intéresse au rapport à la maison construite en Algérie et tout ce qu'elle implique sur les enjeux de mobilité sociale, de rapport de genre, de rapport intergénérationnel et de rapport à la famille d'Algérie. Dans le chapitre 6, je m'intéresse au rapport de classe dans un espace tout autre, justement en dehors des espaces de la famille,
plutôt dans les espaces balnéaires où les personnes que j'ai rencontrées côtoient les classes supérieures algériennes et donc comment ça vient révéler autrement les questions des classements sociaux. Et enfin, dans le chapitre 7, je m'intéresse à la manière dont ces séjours reconfigurent les rapports de genre en m'intéressant aux formes d'adaptation aux normes de genre par les femmes que j'ai rencontrées selon, là encore, leur trajectoire. Et aussi, un peu en contrepoint, je montre aussi comment est-ce que ces vacances remettent en question, interrogent les formes de masculinité pendant ces séjours-là. Donc, voilà pour la présentation un peu générale. Pour rendre ça un peu plus concret et plonger un peu dans le livre, je vais vous proposer aujourd'hui donc plonger dans le chapitre 5 qui s'intéresse donc aux maisons construites en Algérie. Alors, les maisons construites dans le pays d'origine par des migrants sont un objet relativement classique dans les sciences sociales, un objet qui est voilà, vu comme étant la matérialisation de la réussite des migrants dans leur pays d'origine. Donc, je ne vais pas faire une revue de littérature, j'ai juste sélectionné ces deux ouvrages qui sont emblématiques de ces approches-là. Donc, il y a un ouvrage de Roselyne de Villanova et Carolina Laité et Isabelle Raposo de 1980, enfin, des années 90, je crois que c'est 99, qui ont travaillé sur les maisons d'émigrés portugais vivant en France, donc les maisons construites au pays. Et le deuxième travail, qui est beaucoup plus récent, là, publié dans les années 2010, de Sarah Lynn Lopez, qui s'est intéressée aux maisons construites au Mexique par des Mexicains installés aux États-Unis. Et en fait, dans ces différents travaux, ce qui ressort, c'est, enfin, les chercheuses insistent beaucoup sur les audaces architecturales de ces maisons, les formes d'importation de formes architecturales d'un contexte à un autre, qui rendent très visibles ces maisons dans les paysages des pays d'émigration et montrent comment est-ce que cette architecture, elle symbolise à elle seule la réussite, ou en tout cas la mise en scène de la réussite du projet migratoire par les formes de distinction qu'elle manifeste avec la société locale. À chaque fois, je fais la digression, même si le temps est compté, mais sur la deuxième couverture, en fait, c'est la photo d'un patio d'une maison construite par un émigré mexicain aux États-Unis, mais elle est construite donc au Mexique. Et donc, dans le patio, il y a cette statue de la liberté, mais qui est représentée avec le visage de la mère de l'émigré. Et sur la tablette, il est inscrit, je crois, la date d'émigration de cet homme. Et donc, du coup, on voit là comment la mise en scène, en fait, de la migration et de ce de la manière dont elle veut être montrée comme étant une réussite et une conjonction de sa vie là-bas, de sa vie et de ses origines au Mexique. Alors moi, de mon côté, la manière dont j'interroge ces maisons, qui ne sont pas les maisons des personnes que j'ai rencontrées, mais souvent les maisons de leurs parents, euh, ce qui m'interroge, ce n'est pas tellement leur forme architecturale, même si je m'y suis un peu intéressée, que la manière dont elles vont permettre de penser l'articulation, bien sûr, entre migration et mobilité sociale, mais plutôt à travers les sociabilités qu'elles créent, plutôt que uniquement leur forme architecturale. Alors, ces maisons, pour moi, elles interrogent trois enjeux centraux autour de l'articulation entre migration et mobilité sociale. Le premier enjeu, c'est quand on s'interroge sur cette articulation, hein, c'est de se demander, quand on veut voir est-ce que la migration permet une mobilité sociale, ben, c'est de demander de quel point de vue on regarde. Est-ce que la mobilité sociale, elle doit être regardée du point de vue de la position sociale à laquelle on parvient dans le pays d'immigration, ou est-ce que cette position sociale, elle doit être mesurée dans le pays d'origine? La question de la maison construite dans le pays d'origine, elle pose forcément la question du point de vue du pays d'origine. Qu'est-ce qui est montré, qu'est-ce qui est démontré dans la société d'origine à travers cette maison? Deuxième enjeu, dans quelle mesure la mobilité sociale, elle doit se mesurer à une échelle individuelle? Est-ce que la position sociale de l'individu X s'est améliorée entre le temps T et le temps T plus 1? Ou est-ce que finalement, ces enjeux de mobilité sociale, ils doivent se regarder à une échelle plus large? On peut penser que voilà, migrer en France, ça conduit à un déclassement professionnel et statutaire, mais en même temps, ça permet d'accumuler de l'argent qui permet d'être mis en commun dans la construction d'une maison, par exemple, qui va bénéficier à la famille aussi en Algérie, et donc
améliorer le statut social de l'ensemble du groupe familial en Algérie. Troisième enjeu, toujours sur ces questions de mobilité sociale migration, c'est aussi quelle est la transmission intergénérationnelle des ressources accumulées pour les émigrés. Euh, dans quelle mesure les ressources accumulées ou perdues en migration se transmettent ou pas à la génération suivante. Et donc là encore sur les maisons, dans quelle mesure est-ce que ces maisons construites en Algérie sont appropriées ou non par des personnes qui sont nées en France et dont, en général, l'ensemble de la vie se déroule plutôt sur le territoire français. Donc, c'est surtout cette troisième question que je vais traiter aujourd'hui, même si le chapitre, en fait, s'intéresse aux trois questions. Notamment, je m'intéresse aux formes à la fois de mise en commun que ces maisons peuvent occasionner entre la famille de France et la famille d'Algérie, mais aussi, je m'intéresse aux conflits que génèrent ces maisons et comment elles révèlent, en fait, l'évolution des liens familiaux et l'évolution de la mise en commun des ressources entre la famille de France et la famille d'Algérie. Mais donc, du coup, je vais centrer ma présentation, la fin de ma présentation, sur la question de la transmission, de la manière dont cet héritage des maisons du bled est reçu ou non par des descendants d'immigrés. Donc, pour ce faire, je vais vous présenter en fait trois cas suffisamment contrastés pour voir comment est-ce que voilà, trois manières contrastées de s'approprier ces maisons, trois manières contrastées de s'appuyer sur ces maisons comme des indicateurs ou non de statut social pour les descendants d'immigrés concernés. Je vous les fais, je vous les annonce comme ça, vous rentrerez peut-être plus facilement après dans les cas que je présenterai. Dans un premier cas, on va voir comment la maison en Algérie, elle apparaît comme un marqueur de la réussite sociale par rapport à la famille restée sur place, avec l'idée de vraiment de mettre en scène la distinction par rapport à la famille, mais aussi par rapport aux autres membres de la famille qui ont émigré. Je vous expliquerai ça. Donc, c'est un marqueur de la réussite sociale par contraste avec la famille restée sur place, qui n'est pas mis en commun avec la famille restée sur place. Et c'est aussi une forme de compensation à une situation sociale et économique relativement dominée dans le contexte français. Donc, c'est là, en fait, dans ce premier cas, on va avoir des ressources accumulées en migration par les salaires des plusieurs générations, d'ailleurs, accumulées en France, qui sont réinvestis en Algérie pour affirmer une mobilité ascendante, mais qui est centrée sur la famille conjugale et qui est centrée sur le pays d'origine. Dans le deuxième cas, on va voir que le rapport à la maison du bled, elle va au contraire exprimer la volonté de préserver un statut social aisé antérieur à l'émigration et décalé avec le statut social de la famille en France. En gros, une famille relativement dotée avant l'émigration, qui est dans les classes populaires en France, mais qui du coup se raccroche à un statut social plus favorisé en Algérie, mais on va voir que ça passera pas tellement par la maison construite par les parents que par l'ancrage dans un quartier spécifique de la ville de Sétif. Et donc là, on va voir que ces ressources, donc c'est des ressources cette fois antérieures à l'émigration qui sont déterminantes et qui sont partagées à l'échelle d'un groupe de parenté qui dépasse la famille strictement conjugale. Voilà. Et enfin, dans un troisième cas, si on arrive jusque-là, je m'intéresserai à une autre configuration familiale où là, on a plutôt des cas de mobilité ascendante en France par le diplôme de la deuxième génération des descendants d'immigrés et une mise à distance de l'héritage parental immobilier en Algérie avec la construction d'un lien plus symbolique, plus affectif, plus individualisé à l'Algérie, articulé donc à une ascension sociale par le diplôme en France. Alors, tout ça reste peut-être un peu abstrait, mais rentrons un peu dans le concret. Alors, le premier cas que j'entame par un verbatim. Quand on est dans la maison, on ne voit pas de différence avec la France. Donc, voilà, l'idée d'un sentiment de revanche sociale par la maison du bled. Alors, donc, ce premier cas, c'est le cas de la famille que j'ai appelée la famille Bouzidi. Madame Bouzidi, c'est une femme d'une soixantaine d'années qui a mené son propre projet d'accession à la propriété en Algérie, indépendamment de son mari, ce qui est assez rare. Et donc, elle est désormais propriétaire d'une maison, voilà, c'est qu'on voit là, à la décoration assez fastueuse. Je ne peux pas revenir trop sur les détails pour avancer, mais donc ça, c'est l'intérieur de la maison, voilà.
Et donc pour la mère, la maison, c'est vraiment la mise en scène de la réussite sociale en migration par rapport à ses frères émigrés et à la famille sur place. Parce que Madame Bouzidi, elle est d'origine modeste et rurale en Algérie, mais elle a eu plusieurs frères, même des oncles qui ont émigré vers la France. Elle-même, elle est partie en 1971 pour rejoindre son mari. Et donc, la maison qu'elle a construite en Algérie, c'est vraiment à réinscrire dans ses relations avec ses frères émigrés, puisque Madame Bouzidi, elle était mariée avec un homme qui n'avait plus de famille en Algérie et qui n'a jamais lancé de projet immobilier. Et donc, il y a un peu l'idée que sa maison, elle l'a construite plus tard par rapport à ses frères, et elle l'a faite qu'une fois devenue salariée en France, dans les années 90. Et pour compenser ce retard, elle investit particulièrement, notamment la décoration de la maison, comme le souligne sa fille Myriam, 33 ans, que je rencontre en Algérie, en même temps que Madame Bouzidi et d'autres de ses sœurs. Donc je cite Myriam: ma mère, elle a toujours dit que c'était la dernière à avoir fait sa maison, la dernière de ses frères et sœurs, et qu'ils vont dire ouais, t'es la dernière, t'as rien fait, ni ici ni là-bas. Je pense que c'était un peu la honte, et du coup, elle s'est dit je vais la faire, mais comme personne l'a fait. Et quand ils rentrent ici, les gens ils disent putain, on se croirait en France, même ça, le carrelage, c'est d'Espagne, c'est pas algérien. Et donc, avec notamment l'affirmation d'avoir fait venir des matériaux qui ne sont pas justement d'Algérie, qui viennent d'Europe, qui viennent d'ailleurs pour marquer la différence. Et donc, la maison, elle permet à Madame Bouzidi d'affirmer voilà, cette réussite en migration. C'est la migration qui lui a permis de construire cette maison. Elle permet aussi d'affirmer une autonomie par rapport aux normes de genre qui s'imposent à elle quand elle loge avant chez sa sœur. Et donc, en se soustrayant à la dépendance à l'égard d'une de ses sœurs chez qui elle venait passer ses vacances, elle affirme son autonomie et celle de ses filles à l'égard de ces formes de contrôle. Donc, faire sa maison, faire sa propre maison, c'est l'affirmation de la réussite sociale, à la fois par rapport aux autres émigrés de la famille, mais aussi par rapport aux membres de la famille restés sur place. Alors, cette maison, elle est aussi. Alors, attendez. Ouais, c'est pas dans l'ordre. Cette maison, elle est aussi investie comme la marque d'une aisance économique pour les filles de Madame Bouzidi. Madame Bouzidi et son mari ont eu 6 enfants, 3 garçons et 3 filles, qui ont donc tout entre 27 et 39 ans quand je les rencontre. Et les 2 sœurs les plus jeunes ainsi que le frère cadet vivent encore avec leurs parents dans un appartement HLM dans la région lyonnaise. Les sœurs Bouzidi, elles n'ont pas connu une forte ascension sociale, elles ont une position stable professionnellement avec des diplômes qui vont du CAP au DUST. Elles travaillent dans la fonction publique en catégorie C ou B, donc elles se situent dans les classes populaires plutôt stables, mais du coup avec, par exemple, des conditions de logement relativement modestes, puisque les filles cadettes donc, habitent toujours chez leurs parents et n'ont pas forcément leur chambre à elles. Ce qui contraste avec la maison, puisque là, on voit, je sais pas, c'est pas très visible là, mais chacune a sa chambre dans la maison et chacune a investi une partie de son salaire pour ses propres aménagements. Donc là, une vasque en verre dans la chambre de l'une, la décoration dans la chambre de l'autre et une appropriation en fait très personnelle et individualisée de leur chambre. Par ailleurs, cette maison en Algérie, elle est aussi pour elle l'opportunité de créer des liens avec de nouvelles relations avec des commerçants aisés des environs, notamment pour aménager la maison, acheter des choses sur place, mais aussi par ailleurs des bijoutiers avec lesquels elles ont des relations amicales et parce qu'elles viennent régulièrement, elles profitent de leur séjour en Algérie pour acheter des bijoux en or. Voilà. Et donc, du coup, justement, quand je fais le premier entretien avec elle, et ben, à un moment, ça sonne à la porte et donc, j'ai mis cet extrait de l'entretien. C'est le bijoutier. Avec lui, on se respecte vachement. Il y a aussi un autre commerçant dans le quartier chez qui on est parti acheter du carrelage. Maintenant, il nous prête sa voiture, des sous. On a grave la mort contre notre ami. On s'entend mieux avec des étrangers. Moi, le bijoutier, je sais que lui, il est devant moi. Je peux lui demander n'importe quoi. Mon cousin, je vais aller le voir. Je vais lui demander une goutte d'eau. Il va m'envoyer paître. Donc, on voit là vraiment la mise en évidence, elle souligne vraiment à plusieurs reprises face à moi la mise à distance de la famille à l'égard de laquelle ils ont des mots assez durs et en fait la valorisation des relations sociales qu'elles ont avec des représentants de la bourgeoisie commerciale locale qui vient aussi hausser leur statut social. Donc la maison, en fait, elle est par la mise à distance à la fois matérielle et symbolique de la famille sur place, elle est une manière d'incarner, elle est appropriée comme une manière de matérialiser
une réussite sociale que permet l'occupation d'une situation stable, bien que faiblement qualifiée, dans le marché du travail français. Donc ça, c'était le premier cas. Deuxième cas, dans le quartier, tout le monde nous connaît, affirmer un statut social hérité par un ancrage local. Donc ça, c'est le deuxième cas de la famille que j'ai appelée la famille Ayadi. Alors, la famille Ayadi, donc je commencerai plutôt par Monsieur Ayadi, cette fois, qui est venu vivre en France à la fin des années 50. Monsieur Ayadi, il s'enorgueillit en Algérie de ses origines familiales citadines déjà. C'est déjà une marque de distinction d'être originaire de la ville plutôt que de zone rurale. Et du prestige de sa famille. Il est fils d'un commerçant, en fait, dans la date, et d'une mère qui est issue d'une famille de propriétaires terriens. Il a été lui-même scolarisé à l'école française. Il maîtrise parfaitement la langue française, qui est quand même assez distinctif chez les pères émigrés que j'ai pu rencontrer. Et en France, donc, il est parti donc, en 1957, à 20 ans, il est arrivé, il a fait plusieurs petits boulots, comme il dit, et il a été magasinier pendant une grande partie de sa vie dans une grande entreprise au sud de Lyon. Et il s'installe avec sa famille et il vit en fait toute sa vie dans un logement HLM du sud-est lyonnais. Donc il a un statut social modeste, à la fois professionnel et résidentiel en France, qui contraste avec son statut en Algérie. Plusieurs de ses frères et sœurs qui sont restés en Algérie ont occupé des postes de cadre. Alors, pour Monsieur Ayadi, donc, lui, son projet de construction d'une maison neuve dans un quartier résidentiel aisé, c'est un objet de fierté. Il a fait construire donc une maison dans un quartier de banlieue chic, pour le dire vite, hein, construit dans les années 80 dans la ville de Sétif, un quartier résidentiel, voilà, qui a été surnommé Dallas à l'époque. Donc, pour illustrer ça, donc c'est en référence à la série américaine, hein. Donc ça, c'est une maison de Dallas. Alors, c'est pas une maison d'émigrés, c'est là où il faut être prudent, puisque les maisons les plus spectaculaires sont en fait des maisons de riches commerçants locaux, sétifiens. Mais donc, c'est dans ce contexte-là qu'il construit sa maison. Euh, et donc, la maison, ça, c'est la maison de la famille Ayadi. Alors, je ne l'ai pas très bien cadrée, mais elle a des proportions impressionnantes, hein. C'est 300 mètres carrés sur 3 niveaux. Et donc, Monsieur Ayadi, il a commencé la construction dans les années 80. Et en fait, il continue à y passer une bonne partie de son temps pendant ses séjours en Algérie. Il a toujours des travaux à y faire et il est très fier de me la faire visiter. Mais ce qui est impressionnant, c'est le contraste entre le côté monumental de la maison et en fait le peu d'appropriation à l'intérieur, puisqu'on voit, même si ça fait des années qu'elle est construite, hein, la maison est peu décorée. On voit voilà, des bagages qui sont posés comme ça très rapidement. Et là, on voit Monsieur Ayadi qui me fait visiter la maison à moi, ainsi qu'à sa fille qui est là depuis 3 semaines et en fait qui n'avait pas encore mis les pieds dans cette maison. Donc en fait, il y a un contraste entre le temps que passe le père dans cette maison et dans le quartier de cette maison et le temps qui passent les filles qui est presque réduit à zéro. Puisque les filles, en fait, elles n'investissent pas tellement dans cette maison. Elles lui préfèrent en fait l'ancienne maison familiale qui est située dans un autre quartier de la ville, dans un quartier plus ancien et plus central de la ville. Donc, Monsieur Ayadi et sa femme ont eu 9 enfants, donc, qui ont entre 28 et 45 ans. Donc, c'est à peu près les mêmes tranches d'âge que la famille précédente. Les âges, c'est forcément les âges d'il y a 10 ans, hein, quand j'ai fait l'enquête. Donc, parmi les enfants Ayadi, nombreux sont ceux qui viennent régulièrement en Algérie. Donc, l'absence d'appropriation de la maison, ce n'est pas lié au fait que plus personne ne vient en Algérie, donc personne ne vient dans cette maison. En fait, ils viennent quand même très souvent même. Mais en fait, ils viennent dans cette autre maison, vous voyez, aux dimensions plus modestes, bien plus anciennes, qui est en fait l'ancienne maison de famille dans laquelle vit aujourd'hui un des cousins de ses filles avec sa femme, qui était la maison des grands-parents maternels. Et en fait, cette maison qui est située dans un autre quartier qui s'appelle Boumarchi, d'un ancien nom français aussi de la cité Bon Marché, qui était un quartier de l'époque coloniale, et qui est plus central au sein de la ville. Et donc, en fait, pourquoi est-ce qu'elles sont plus souvent dans ce quartier? Voilà, qu'est-ce que ça exprime? Donc, les 3 filles Ayadi, celles que je rencontre le plus souvent à Sétif et à Lyon, donc elles sont aussi trentenaires, elles sont mariées et mères de plusieurs enfants, et elles ont vraiment une conscience claire de leur statut social en Algérie, mais aussi en France. L'aînée, Karima, que j'avais rencontrée à Lyon, elle me racontait avec voilà, très, très fière du milieu citadin dont elle était originaire en Algérie,
de la bonne éducation qu'elle avait reçue de ses parents, qu'elle faisait contraster avec l'éducation donnée par les émigrés originaires de la campagne qui, d'après elle, n'avaient pas assez de bagages pour donner des valeurs à leurs enfants. Donc comme ça, un discours un peu de mépris assez explicite à l'égard d'autres familles émigrées qui vivaient pas très loin d'elle dans le quartier, enfin dans les communes du sud-est lyonnais. Alors, la fratrie en France, elle s'inscrit elle aussi dans les limites des classes populaires, hein, plus ou moins stable, plutôt stable pour les filles qui sont dans des catégories d'employés, des fois même de professions intermédiaires. Karima, par exemple, elle est vendeuse en cosmétiques quand je la rencontre, mais elle a une petite sœur qui est euh, gestionnaire d'un foyer Sonacotra, maintenant Adoma. Et les garçons sont plutôt dans les catégories moins stables des classes populaires. Et tout le monde vit dans des communes de l'Est lyonnais, le Sud-Est lyonnais, plutôt dans des logements sociaux. Donc un statut en France plutôt ancré dans les classes populaires, des classes populaires stables, mais quand même les classes populaires. Euh, Mais en fait, en Algérie, elles vont affirmer leur inscription dans des couches plus élevées de la stratification sociale. Et donc, ce statut social, il ne va pas être exprimé par la morphologie de la maison ou même le quartier de cette nouvelle maison de leur père à Dallas, mais elle va s'inscrire plutôt, ce statut social va plutôt s'inscrire dans les liens et les lieux de sociabilité sur place, noués dans le cadre de leur relation familiale. Alors, je cite Karima, donc l'aînée qui a, je pense, 40 ans quand je la rencontre. Voilà. Maintenant, mon père se pose des questions. Il se demande qu'est-ce qu'il va en faire de cette maison parce que personne ne veut y aller. On va tous vers Noracide à Beaumarchais parce qu'en fait, c'est à proximité de tout, de toutes nos affinités avec les gens. C'est à même la rue. Dallas, l'autre quartier, on ne connaît pas, on doit se cacher. Comme physiquement, on n'est pas moche, on attire les regards. À Beaumarchais, les gens nous connaissent, ils nous aiment, ils nous adorent. Un peu d'emphase. Et donc c'est vraiment d'abord le quartier Beaumarchais qui, pour les sœurs, constitue un indicateur de leur statut social local et qui est présenté comme un quartier de vrais citadins, un quartier de bonne famille, et donc qui constitue un repère de leur place dans la hiérarchie sociale. Cette appartenance, ce statut social conféré par l'appartenance à ce quartier, en fait, il est vraiment amplifié, entretenu par les unions conjugales des sœurs de la fratrie, puisque plusieurs d'entre elles, en fait, ont épousé un homme de ce quartier-là, un Algérien natif d'Algérie de ce quartier-là. Karima, elle a épousé un commerçant, un fils de commerçant de ce quartier-là. Et en fait, elle a habité quelques années en Algérie dans un immeuble dans lequel elle a côtoyé des femmes architectes, des femmes professeurs d'université, ce qui contribue encore là à alimenter ce statut social particulier. Et une plus jeune sœur, Nora, a aussi épousé un homme de ce quartier-là. Donc on voit vraiment que le statut social s'inscrit dans des relations familiales plus larges que la famille nucléaire forgée en immigration et ancrée dans ce quartier. Ce qui est intéressant, c'est que la contrepartie à cet ancrage local, c'est un plus fort contrôle social puisque les filles Ayadi, là, donc cette fratrie-là, est beaucoup plus attentive aux enjeux de réputation locale quand elles sortent dans la rue entre femmes que les sœurs Bouzidi de la famille précédente qui, elles, sont, on pourrait dire, pour aller très très vite dans la provocation, en tout cas, sont très très détachées par rapport au jugement que peuvent avoir la population locale sur leur tenue, sur leur manière de se comporter. Comme le temps passe, je ne vais pas avoir le temps de beaucoup développer le troisième cas, mais juste pour vous donner un peu une idée de ce que je voulais en dire. Là, c'est des cas de refus vraiment de l'héritage. Donc, c'est une famille. Donc, c'est d'abord un homme donc, qui a 45 ans quand je le rencontre, hein, qui lui, en fait, refuse totalement de passer ses vacances dans la maison construite par son père, un peu comme les filles de la famille précédente, mais lui, du coup, vraiment, dans une démarche plus individuelle, il est seul dans la maison de sa grand-mère récemment décédée. Et en fait, lui, ce qui est intéressant, c'est que on va voir qu'il va donc complètement mettre à distance l'héritage immobilier qu'a construit son père sur place, en rejetant, en mettant en avant les mauvais souvenirs associés à cette maison qu'il associe aux travaux que son père lui a fait faire dans cette maison. Et en fait, il lui préfère donc la maison de sa grand-mère maternelle et même il préfère plus largement la maison d'un cousin éloigné à la campagne à laquelle il fait référence avec l'idée que voilà, les vraies vacances en Algérie, c'est s'immerger dans cette campagne qui lui rappelle les vacances de son enfance. Donc là, c'est première citation. Donc c'est une citation dans laquelle il dit voilà, moi, si mon père décède, ma mère ne viendra plus là. Je pense qu'elle vendra la maison.
Donc voilà, il dit: «Nous, on n'en veut pas de cette maison, ces garçons n'en veulent pas parce que d'abord, on garde un mauvais souvenir de cette maison». Première citation. Et quand je lui demande, de le prendre en photo comme je le faisais avec, chacun des enquêtés, en fait, il me demande de ne pas le prendre en photo dans la ville, dans la maison urbaine dans laquelle je l'ai interrogé, mais à la campagne avec, tout un discours sur, voilà, la forme d'authenticité qu'il retrouve quand il va passer du temps à la campagne. Voilà, il dit: «Voilà, je dors à même le sol, je conduis le tracteur des fois». Et donc il y a vraiment l'idée un peu de se replonger dans une forme d'authenticité, et avec aussi donc toute une interrogation mémorielle sur, voilà, j'ai même pensé à interroger mon père pour qu'il me raconte sa vie, mais c'est trop tôt encore, avec cette histoire, comme j'ai retrouvé dans certains entretiens, de rapports très mémoriels, identitaires à ces séjours-là. Et ce qui est intéressant chez, cette personne donc j'ai appelé Rachid, c'est qu'en fait, lui, il a connu une ascension sociale en France, par le diplôme. Il est aujourd'hui, responsable de résidence, sociale, enfin voilà, titulaire d'un master. Il est propriétaire d'une maison individuelle dans une commune plutôt aisée de l'agglomération lyonnaise. Et donc on voit que en Algérie, il ne cherche pas à affirmer un statut social qui, par ailleurs, il a construit plutôt en France, mais il cherche à construire une affiliation plutôt symbolique et individualisée à son histoire familiale en Algérie, ce qui rappelle en fait le rapport à la mémoire familiale analysé par Anne Gottman, mais très situé socialement dans les classes supérieures, moyennes et supérieures intellectuelles diplômées, qu'elle a pu étudier. Il me reste 20 secondes, donc je vais conclure sur, ces 3 cas. Désolée pour le troisième cas qui a été fait un peu, à la serpe là. Donc ces maisons, donc elles ont été construites d'abord dans la perspective d'un retour en Algérie pour les parents. Je ne suis pas revenue là-dessus, mais c'est clair dans les récits biographiques. Ben, ces maisons, elles sont devenues progressivement des résidences de vacances qui sont, pardon, inégalement appropriées par, les enfants de ces émigrés. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'investissement dans ces maisons, il n'est pas que symbolique et affectif, même si le troisième cas tend à montrer ça, mais en fait, elles sont vraiment au centre de relations économiques qui unissent les émigrés, les descendants de ces émigrés et les apparentés qui vivent en Algérie. Et donc, pour moi, elles sont au cœur des processus de mobilité sociale qui se jouent dans les migrations et qui posent la question de l'échelle individuelle ou collective de cette mobilité sociale. Voilà, je vous remercie pour votre attention et du coup, je suis maintenant disponible pour les questions qu'ont pu soulever ma présentation. Merci beaucoup, Jennifer, et bravo pour cette gestion du temps impeccable. C'est toujours un plaisir d'être plongé dans vos matériaux ethnographiques. Alors, je regarde partout s'il y a des questions. Alors, n'hésitez pas du coup à les écrire pour que je puisse les relayer. Et peut-être le temps que les personnes cherchent à formuler les questions. Moi, j'avais plusieurs questions, je ne vais pas toutes les poser pour laisser la place. Une première qui est vraiment ponctuelle, c'est sur la question du matériau. En fait, vous parlez de 56 enquêtés et finalement, le livre ne mobilise que 26 d'entre eux. Du coup, où sont passés les 30? Quelle sélection vous avez fait pour garder quoi? Voilà, quel tri a été fait et dans quels critères? Alors, autre chose, effectivement, on voit très bien, du coup, et le titre vient bien faire écho à la double absence que Sayad pointait chez les immigrés, les parents, pour le coup. Et aussi, du coup, là, vous venez aussi un petit peu mettre en discussion la thèse des enfants illégitimes, hein, parce que finalement, là, les enfants d'immigrés ne sont pas si illégitimes, puisqu'ils réinvestissent à la fois des liens familiaux et des lieux. Et je me demandais, alors ce n'est pas l'objet de la thèse en soi, mais quid de celles et ceux qui finalement n'investissent pas ce lien avec l'Algérie, ce qui pourrait essayer de mettre en lumière les conditions de possibilité des pratiques de vacances que par contre vous étudiez. Voilà, est-ce qu'il y a des frères et sœurs dans les familles rencontrées qui n'investissent pas le lien, qui n'aiment pas aller en Algérie, qui n'y vont pas? Et comment vous analysez ça? Voilà, j'aurais d'autres questions, mais je vais laisser la place. Est-ce qu'on va prendre Vous préférez qu'on prenne des questions et après on... Enfin, je pense que c'est bien de répondre un peu, voilà, je préfère répondre, comme ça ponctuellement, sinon ça Ok, va voilà.
tout en sélectionnant celles qui ne m'arrangent pas. Mais, première question, du coup, c'est intéressant, c'est intéressant sur la question de l'écriture, en fait. Qu'est-ce que c'est l'écriture sociologique à partir d'une enquête, qualitative notamment? Euh, Entre la thèse et le livre, oui, donc en effet, j'ai 56 entretiens formellement. Du coup, ça renvoie à des groupes familiaux ou amicaux plus réduits, puisque l'idée, c'était aussi d'avoir plusieurs entretiens dans les mêmes groupes familiaux. Euh, En fait, ils n'ont pas disparu du livre, hein. C'est juste que, en fait, quand on écrit, et notamment quand on cherche à écrire un livre, et donc du coup, pour qu'il soit lu et qu'il soit digeste et voilà, qui permette d'immerger un peu le lecteur, on va pas mobiliser explicitement en citant les 56 personnes qu'on a rencontrées. Mm. C'est un peu aussi, voilà, voilà, dans ma tête, j'avais beaucoup plus cette tendance à vouloir citer tout le monde et limite à vouloir faire des mini statistiques sur 25 enquêtés sur 56 ont fait cela, etc. Et en fait, il y a eu une évolution aussi dans mon mode d'écriture où l'idée, c'est plus intéressant de creuser, d'approfondir sur les cas qui permettent en fait de synthétiser tout un ensemble d'observations sur une population plus large. Par exemple, voilà, Rachid, il renvoie à tout un ensemble de personnes que je ne cite pas dans ce chapitre-là, par exemple, mais qui sont bien sûr, euh, qui viennent renforcer la pertinence de ce cas-là, quoi. Donc, dans le livre, le parti pris, c'est surtout à la fin, j'ai quand même mis un petit tableau récapitulatif des personnes dont je parle dans le livre. En fait, c'est surtout voilà, un appui pour les lecteurs qui voudront voir voilà, comment est-ce que Rachid, on le retrouve à plusieurs moments dans le livre. Et donc, du coup, je donne un peu quelques informations synthétiques sur lui et sur les chapitres dans lesquels on peut le retrouver. Donc, c'est plutôt un effet d'écriture que, ah ben non, cela, il ne rentre pas dans mon analyse. Donc, du coup, je m'en débarrasse. C'est vraiment, dans le livre, j'ai pris les cas qui étaient les plus riches pour l'analyse, mais qui ne viennent pas qui sont pas contredits par les cas que j'ai évacués, en tout cas dans la référence directe à ces cas-là, quoi. Okay. Deuxième question sur lesquelles, alors, on a l'impression comme ça dans le livre que j'évoque que les gens qui ont un rapport enchanté à l'Algérie. En fait, je m'intéresse au rapport voilà, donc je m'intéresse à la manière dont ils sont présents. Donc, du coup, c'est sûr que ça prend plus de place. Mais voilà, par exemple, Rachid. Alors, Rachid, il vient quand même assez souvent, mais il a un rapport très, très ambivalent. Et d'ailleurs, quand je le vois, il avance son retour. Donc, du coup, je ne m'intéresse pas que à des gens qui viennent tous les ans, pendant 2 mois, et de manière avec un réinvestissement très, très fort dans les relations sur place et tout ça. Donc, du coup, dans le livre, j'analyse aussi justement la diversité des liens et notamment comment est-ce que, selon certains parcours, on a des liens plus ou moins intenses. Et je vais répondre en fait par le côté opposé. Finalement, là où j'observe les liens les plus réguliers, les plus forts, c'est dans des configurations familiales quand même très spécifiques, mais qui ne sont pas rares. C'est que c'est les descendants d'immigrés qui sont en couple avec un Algérien ou une Algérienne native qui vont maintenir en fait des relations les plus régulières, quoi. OK. Pour aller vite, mais du coup, comme il y a des questions, Merci. Alors, je vois une question de Elsa Marawi. Merci beaucoup pour cette présentation très riche. Pouvez-vous revenir sur la question des reconfigurations des rapports de genre que vous avez mentionné en début de présentation et notamment quelle méthode avez-vous utilisée pour étudier ces reconfigurations? Voilà. Et je vais en prendre une deuxième de Claire Scopsi. Avez-vous pris en compte l'aspect générationnel, donc première, deuxième, troisième génération depuis la migration? Y a-t-il des différences d'investissement dans le pays d'origine de la famille selon le degré générationnel, selon la génération d'appartenance? Ok. Alors, du coup, comme le temps est compté, je vais faire des réponses assez courtes qui seront forcément frustrantes. Mais alors, sur le genre, oui, du coup, c'est tout un chapitre. C'est même, si vous ne voulez pas acheter le livre, il y a même un article. Pour le coup, sur les 7 chapitres, il y a 2 chapitres qui sont très proches d'articles déjà publiés. Donc, le 7e chapitre, c'est un article aussi que j'ai publié dans Société contemporaine. Et ce qui m'intéressait, c'était
d'adresser, en gros, dès le début de mon enquête, hein, la première réaction à mon sujet, c'était: «Ah là là, ça doit pas être facile en tant que femme. Ah là là, de toute façon, les filles là-bas, elles se font enfermer dans la maison». Enfin bref. Du coup, tout l'enjeu, c'était de voir comment aborder cette question sans avoir l'air de dire «Ah mais non, en fait, il y a pas du tout de rapport de genre». Voilà. Je me souviens, en fait, un des premiers séminaires, c'est que j'avais dit dans mon labo: «Ah mais non, en fait, le genre, c'est pas si structurant des séjours et tout, tellement j'avais peur de trop rentrer dans le discours: «Ah oui, les filles là-bas, c'est tellement horrible pour elles». Enfin bref, donc voilà, c'était un peu le problème de départ sur comment aborder cette question. Et en fait, ce qui m'a intéressée, c'est de voir comment, là encore, en fait, de manière peut-être intersectionnelle, comment est-ce que la, 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 la manière de vivre ces normes en Algérie quand on est une femme, elle va être très dépendante de un peu la trajectoire sociale, de l'âge, de la situation familiale aussi de ces personnes, et que on n'est pas confronté aux mêmes normes selon qu'on est une jeune femme célibataire sans enfant, qu'on est une femme mariée avec enfant. Et donc déjà de montrer qu'il n'y a pas une féminité et une norme de genre, mais que ces normes vont déjà varier selon les situations des personnes. Après, du coup, il y avait une question méthodologique. Juste là aussi, un petit clin d'œil, mais sur lequel je ne peux pas développer, c'est que bien sûr, du coup, ma position en tant que femme m'a amenée aussi à me poser des questions là-dessus, tout en étant bien sûr consciente que, en tant que femme identifiée comme française ou blanche, mais la catégorie qu'emploient les gens, c'est plus française que blanche dans le contexte algérien, modifier bien sûr les choses. Et c'était intéressant de voir que parce que j'étais identifiée comme française sans ascendance algérienne et non musulmane, j'étais pas soumise aux mêmes normes que d'autres femmes. Donc du coup, on voit bien que les normes de genre s'articulent à d'autres caractéristiques. Voilà. Et la deuxième question sur la question générationnelle. Alors moi, je m'intéresse vraiment dans ce livre, hein, à la deuxième génération, aux descendants d'immigrés. Là où j'ai une approche générationnelle, c'est en montrant qu'au sein de cette génération, on va dire familiale, hein, entre les parents émigrés et les enfants descendants d'immigrés, il y a plusieurs générations sociales. C'est que, en fait, c'est pas les mêmes expériences de vacances au bled selon qu'on est né en France de parents algériens dans les années 60 ou qu'on est né en France de parents algériens dans les années 80. Du coup, c'est cette dimension générationnelle. Je ne peux pas revenir sur ce que ça change parce que ce serait trop long. Mais dans le chapitre 1, c'est ça que j'essaye de montrer, c'est que ces vacances d'enfance, elles n'ont pas du tout la même forme et la même signification selon qu'on est né dans les années 60 et les années 80. Mmh. Oui, c'est dans les premiers chapitres du livre. Ouais. Mmh. Et alors là, il y a une question de Ghislaine El Abid qui demande dans quelle mesure les politiques publiques algériennes ont participé à construire, à faire venir ces vacanciers, à inciter les descendants et leurs parents à passer leurs vacances au bled. Et je groupe avec une autre question qui était reprise plusieurs fois sur en fait les questions d'héritage. À la fois Abiba Zerakva qui demande ça et Rizlen Dahan qui demande voilà, comment la question de la succession, de l'héritage a été abordée avec vos interlocutrices et interlocuteurs. Merci. Alors oui, oui. Alors là aussi, j'ai l'impression de faire de la promo. Donc c'est aussi dans le chapitre 1. Sur les politiques publiques algériennes, ouais, c'est pour ça cet effet de génération, le fait qu'il y ait différentes générations sociales de descendants d'immigrés, c'est lié notamment au contexte politique français qu'on connaît un petit peu mieux que le contexte politique algérien. Mais justement, ce qui m'intéressait dans l'analyse du journal publié par l'Amicale des Algériens en Europe, c'était toute cette propagande, hein, on peut le dire, sur les vacances dans les années 70, avec vraiment, en fait, qu'il y avait une articulation entre un discours sur le nécessaire retour des émigrés, il y avait tout le discours officiel qui était l'émigration est la conséquence de la colonisation, donc avec l'indépendance, fatalement, l'émigration est un mal qui va disparaître. Et donc, il y a tout un discours sur le retour des émigrés qui vont réintégrer la nation algérienne. Et avec, du coup, qui est couplé sur les vacances, l'idée de dire, en attendant votre retour définitif, venez déjà en vacances pour voir comment le pays se développe, pour garder le lien avec votre famille, et d'ici quelques années, vous pourrez vous réinstaller. Donc, en fait, il y a vraiment un discours, peut-être plus qu'une politique vraiment elle-même, mais un discours très fort. Il y a même, c'est l'époque où il y a des colonies de vacances organisées pour les enfants d'immigrés. Et donc, et en fait, on voit comment dans les années 80, ça bascule
et que l'État algérien abandonne un peu ce discours-là. Et c'est pour ça que aussi, voilà, quand on est dans les années 80, on va plus avoir ce même poids du mythe du retour que quand on est né dans les années 60. Du coup, sur l'héritage, en effet, du coup, en règle générale, les gens que j'ai rencontrés avaient encore au moins un de leurs parents, mais ces questions d'héritage étaient forcément, présentes. Alors ce qui est intéressant, donc en effet, il y avait, la conscience des règles du droit algérien, qui organise l'héritage, selon une répartition inégalitaire entre les héritiers hommes et les héritiers femmes. Et alors ce qui est intéressant, c'est la manière dont c'était enfin, j'en parle un peu dans le livre. Je vais vous donner 2 exemples qui sont assez parlants. J'ai l'exemple d'un papa enfin d'un père, pardon, d'un père émigré que j'ai rencontré à l'occasion de l'entretien avec sa fille. Donc sa fille, elle avait 35 ans et donc lui, il me dit: «Oui, oui, moi au début, j'ai pas construit de maison en Algérie parce que j'avais que des filles, donc je voyais pas l'intérêt. Mais quand j'ai eu mon garçon en dernier, ben là, j'ai construit une maison». Donc on voit, voilà. Et après, il dit: «Mais bon, finalement, aujourd'hui, je vois que mon fils, il y vient jamais et finalement, cette maison, c'est pour tout le monde, c'est aussi pour mes filles». Donc on voit à la fois, bien sûr, le poids du droit, sur les représentations, voilà, à qui je vais transmettre cette maison. Et en même temps, on voit aussi comment, c'est un peu la distinction entre parenté juridique et parenté pratique, hein. Comment la parenté pratique, le fait que finalement, tous les ans, c'est qui vient s'occuper de son vieux papa et de sa vieille maman, dans la maison en Algérie? C'est plutôt les filles. Et donc du coup, ça modifie aussi la perception du père qui dit: «Bon, bah, finalement, cette maison, elle sera pour tout le monde» et voilà, bon, même si le jour où il disparaîtra, la question juridique se reposera. Et dans un autre ordre d'idée, c'est, une jeune femme, enfin, qui a 35 ans quand je la rencontre, qui est mariée avec un Algérien, qu'ils ont construit une maison et elle pense encore avec les catégories du droit couplées aussi aux catégories de la parenté pratique, voilà. C'est qu'elle dit: «Ben oui, du coup, on a construit une maison, dans cette maison, j'ai vraiment tenu à mettre au nom de mes 2 fils, les 2 étages qu'on a construits». Je fais: «Ah bah oui, mais tu as une fille aussi». Elle fait: «Ah oui, mais ma fille, de toute façon, elle ira dans la maison de son mari». Et donc, du coup, on voit, voilà, en fait, aux différents moments du cycle de vie aussi, comment est-ce que le droit, la parenté juridiquement définie, elle peut être réinterprétée par les acteurs et les actrices. Et donc, voilà, et du coup, bon, j'aurais encore plein d'autres exemples. Dans la maison à Bouzidi, par exemple, la première maison, là, euh, c'est que les filles qui viennent. Et en même temps, il y a tout un étage, donc cette maison qui était très richement décorée, il y a tout un étage en fait réservé aux fils aînés et qui est même pas, il y a même pas de peinture. Donc du coup, enfin voilà, du coup là aussi on voit les décalages entre les conséquences du droit juridique, de la parenté juridique et la réalité des relations familiales après. Mmh. OK, merci. Alors il y a je vais prendre les 2 dernières questions. Déjà, Johan Sam qui demande: «Comment abordez-vous donc la question des appartenances?» Donc quand vous parlez de «nous sommes algériens», «nous français», «nous les musulmans». Voilà, comment vous articulez ça avec les débats médiatiques et politiques, actuels? En tout cas, au moment de la thèse et même actuels. Et une autre question de Pauline Brucker qui demande, en fait, je pense que c'est parce que vous n'avez pas pu bien développer le troisième cas, mais qui ne comprend pas bien en quoi l'ancrage local des filles du premier cas, qui ne veulent pas résider à Dallas, se distingue de l'envie d'authenticité de Rachid. Voilà. Okay. Pourquoi ça se distingue? Je vous laisse répondre. Je suis allée trop vite. Alors peut-être pas sur ça, parce que du coup, ça a tout de suite un lien avec ce que j'ai présenté. Oui, en fait, la différence, c'est que les filles Ayadi, elles restent inscrites dans un collectif, c'est-à-dire que leur statut social, elles le rattachent bien sûr à la maison maternelle qu'elles ont connue enfant, mais c'est des relations qui sont entretenues dans les rapports sociaux d'aujourd'hui. Elles sont mariées avec des hommes du quartier, elles continuent à passer du temps avec la famille, avec différentes familles dans le quartier. Moi, j'ai assisté à notamment une fête de circoncision dans la maison de la belle famille d'une des sœurs, où du coup, là aussi, la mise en scène de l'appartenance dans le quartier, dans une famille donc relativement aisée de la ville de Sétif. Donc, ça reste inscrit dans un collectif et dans du présent. Alors que chez Rachid, en fait, c'est une affiliation très individualisée. Dans la maison de sa grand-mère, il est tout seul.
il vient sans sa femme, il a un de ses enfants qui est là, mais en fait, il va tomber malade, donc il va rentrer assez vite. Donc, et il n'est pas du tout inscrit dans un collectif familial localement. Je le vois notamment à l'occasion de Ramadan, parce qu'il me dit: «Ah oui, cette année, je suis venu faire Ramadan parce qu'il paraît que c'est chouette, enfin, en tout cas, que c'est une expérience à vivre. Donc, comme c'est pas souvent que ça arrive en été, du coup, je viens faire ça.» Et en fait, je le vois une première fois avant Ramadan et quelques jours après, non, je crois que je le vois le premier jour de Ramadan. Et il me fait, donc on fait tout l'entretien et tout, il me fait: «Bon là, par contre, il faut que je le voie parce que l'heure tourne et je ne sais pas où je vais faire la rupture du jeûne ce soir.» Et en fait, c'était intéressant parce qu'après, on a passé un peu de temps ensemble. Il allait chercher son fils, il allait voir des amis. Et en fait, il discutait avec des amis en disant: «Oui, j'ai pas eu d'invitation pour ce soir, à ton avis, parce qu'il y a un tel qui m'avait dit qu'il m'inviterait, mais j'ai pas invité, donc il m'a pas invité, donc qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie d'aller chez mes parents.» Et en fait, c'était intéressant de voir que la période de Ramadan cristallisait en fait son absence d'insertion dans les réseaux locaux. C'est-à-dire, lui, il aime bien venir en Algérie, faire sa vie, voir des copains de France, voir des gens de la famille, mais en décidant un peu de ce qu'il fait, aller au resto, aller à la plage. Mais pendant Ramadan, tout ça, c'est modifié, c'est perturbé. En fait, il n'y a pas de resto ouvert. Et donc, du coup, ça montrait un peu une forme d'isolement, ou en tout cas, voilà, son affiliation individualisée, et elle se heurtait en fait à l'organisation sociale autour de Ramadan. Donc, du coup, on a des formes d'insertion sociale locale qui sont très, très différentes entre la fratrie Ayadi et Rachid. Mmh. Et sur les appartenances, je peux encore? Oui. Ouais. Du coup, oui, alors j'ai un peu 2 manières d'appréhender cette question, ô combien chargée. Je rentre d'abord dans le chapitre 3 par les récits et les revendications. Enfin, les revendications, voilà, comment est-ce que les personnes elles-mêmes, en fait, heu, articulent ces questions d'appartenance en lien avec les vacances. Donc, c'est une partie seulement des entretiens, mais c'est une partie des entretiens très réflexives et qui vont justement jalonner leur récit biographique, un peu des traumatismes de leur vie. Donc, je me souviens de jeunes hommes qui disaient la guerre du Golfe, ça a été un moment fondateur sur comment il fallait se définir, quoi. Genre, bah voilà, mais en fait, t'es pour qui? T'es pour Saddam Hussein ou t'es pour les Américains? Donc ça, voilà. Et pour des plus jeunes, c'était le débat sur l'identité nationale qui a, enfin, dans les récits, c'est pas du chiquet, quoi. C'est que ça c'est vraiment très fort, en plus des discriminations du quotidien. Mais en fait, vraiment, ces moments politiques, c'était vraiment articulé comme des moments importants et qui s'articulent et donc dans lesquels, du coup, se mêle du coup l'histoire de ces vacances qui, souvent à l'âge adulte, en fait, quand on est enfant, donc on a ces souvenirs marquants, et à l'âge adulte, du coup, on va d'un coup se formuler la question explicitement, mais du coup, c'est quoi mes racines, c'est quoi mes origines, c'est quoi mes appartenances? Je vais aller en Algérie et c'est pas du tout, du coup, ces jours-là, ça va pas être une révélation de ah oui, je suis algérien. Au contraire, hein, ça peut être aussi des expériences de ah non, mais ici, c'est pas possible, quoi. Enfin, je supporte pas. Les hommes au pouvoir, c'est que des. Enfin, voilà, il y a des discours très, 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 très critiques sur l'État algérien, sur tout un ensemble de choses. Donc, voilà. Donc, première manière de les aborder, c'est à travers, voilà, comment est-ce que les personnes en parlent et comment est-ce qu'ils font sens de ces assignations identitaires à la fois à un niveau microsocial et macrosocial dans leur biographie. Et l'autre manière dans le chapitre 4, c'est plutôt à un niveau interactionnel, c'est comment est-ce que en situation en Algérie, dans des situations, on va être amené à se définir ou à être défini comme français, algérien, musulman, pas musulman. Du coup, notamment, j'ai un entretien, alors c'est dans un entretien, mais ça peut être aussi dans des récits d'interaction, d'un homme qui raconte, voilà, quand, je sais pas, il s'était garé dans la petite ville dans laquelle il a sa maison, et il s'était mal garé, et donc du coup, il a toute une stratégie pour parler en français au policier, mais le policier le traite de manière d'immigré, donc il passe à l'arabe, mais je sais pas quoi, il fume, mais ça se fait pas. Et donc, on voit tout le jeu sur la frontière. Est-ce qu'il vaut mieux que je me présente comme français ou comme algérien? Et une autre anecdote plus d'observation, c'est que j'ai eu l'occasion, j'étais invitée pour le mariage d'une jeune Française avec son, son futur mari algérien. Et elle n'avait pas eu l'occasion d'inviter beaucoup d'amis, donc elle m'avait prise un peu sous son aile pendant vraiment les jours de son mariage. On allait au salon de coiffure ensemble, et c'était intéressant de voir comment est-ce qu'elle était tout le temps en train de jouer sur cette frontière voilà, en me prenant aussi comme autre référentiel, en disant oui, tu sais, ici, bon, elles aiment bien le maquillage un peu chargé, alors que nous, en France, on est plutôt comme ci, comme ça.
Et donc voilà, là aussi en situation de voir comment est-ce que ces frontières et ces appartenances, elles étaient rejouées dans les interactions. Donc un peu les 2. Voilà. Je me permets une dernière question et après on s'en tiendra là. Habiba Zerarba qui demande s'il y a des situations où la famille qui vit en Algérie s'approprie finalement la maison du bled construite par les émigrés et où elle finit par exproprier en quelque sorte la famille de France. Et plus tard, il y a une question sur les situations conflictuelles du coup autour de ces maisons du bled. Voilà. Alors, c'est un vaste sujet, mais je vais essayer de faire une réponse, satisfaisante quand même. Oui, alors, je pense que ceux qui connaissent un tout petit peu la situation ne s'étonneront pas que j'ai entendu parler de conflits, bien sûr, hein. Ce qui m'intéresse dans ces conflits, c'est comment c'est révélateur, en fait, aussi de l'évolution de la géographie des liens, des frontières, en fait, de ce qui est conçu comme le groupe familial. Je vais vous prendre un exemple qui m'avait pas mal marqué. C'était donc, une autre famille dont je parle beaucoup dans le chapitre 1 notamment, 2 femmes, donc là encore une trentaine d'années, qui me racontent un peu leurs vacances et cetera. Et en fait, elles ont toutes les 2 des discours assez durs à l'égard de leur famille algérienne. Elles ont plusieurs souvenirs d'enfance, hein, où elles ont l'impression que leur enfance, en fait, beaucoup de choses elles ont été privées de beaucoup de choses parce que l'argent était envoyé à la famille en Algérie. Elles se souviennent, avant les vacances, on avait une liste de cadeaux. Il fallait ramener ça pour un tel oncle, ça pour tel oncle, etc. etc. Deuxième sentiment d'amertume lié justement à la maison construite en Algérie où leurs parents, son père avait envoyé de l'argent pour que le frère aîné qui vivait là-bas conduise un projet de construction pour le père et sa femme et ses enfants, quoi. Et en fait, cet oncle, il s'est révélé qu'il a utilisé une partie de l'argent pour construire sa propre maison. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas, enfin, c'est de voir comment est-ce qu'en fait, la manière dont elle voit cette spoliation, en fait, elle peut être. L'idée, c'est pas de la relativiser, mais c'est de montrer comment est-ce qu'elle est révélatrice, en fait, de différentes visions des frontières du groupe familial, puisque quand j'en ai parlé aussi un peu avec le père, et quand on observe la trajectoire du père de ces jeunes filles, en fait, on voit bien la division dans la fratrie entre le frère aîné qui est resté en Algérie avec les parents pour s'occuper au quotidien des parents et du deuxième frère, qui est le frère de ces jeunes femmes, qui est parti en migration pour gagner de l'argent pour la famille. Et en fait, du coup, du point de vue de la famille restée en Algérie, notamment du frère aîné, cet argent envoyé par le frère en migration, ce n'était pas l'argent de ce frère-là, mais c'était l'argent du groupe familial plus globalement. Donc du coup, je n'ai pas le temps trop de développer, mais c'est des choses qu'on retrouve chez Sayad, hein, dans les 3 âges de l'émigration. On voit bien comment évolue la manière dont l'argent qui est envoyé en Algérie est compté, par qui il est géré et quelle somme est envoyée et pour correspondre à quel type de dépenses. Entre le premier âge où en fait l'émigré envoie tout l'argent possible en migration qui est géré par le pater familias là-bas, et le deuxième âge où c'est l'émigré lui-même qui choisit combien il va envoyer et qui va cibler cet argent sur un certain nombre de personnes et non pas l'ensemble du groupe familial. Et donc, on voit comment est-ce que, à travers ces maisons, hein, c'est une bonne manière de voir comment évoluent progressivement aussi les représentations de quelles sont les frontières de la famille et à qui on est redevable, en fait. Et Ok. donc, qui dit représentation, voilà, qui dit voilà, du coup conflit aussi dans la manière de concevoir ce partage de l'argent, quoi. À nouveau, la matérialité permet vraiment d'interroger des choses de manière concrète et très heuristique. Eh bien, merci beaucoup, Jennifer, pour la présentation et pour toutes ces réponses. Merci à vous pour les questions et pour votre présence à distance. Voilà. Merci Théoxane pour ce travail, cette tâche pas facile quand même, parce que de synthétiser les questions. Et oui, merci pour toutes découvert. les questions, merci pour toutes les questions super stimulantes qui ont été posées.